Il est pile 11h ce soir, vous suivez la dernière grande édition du journal à la une de l'actualité. Plusieurs audiences accordées par le président de la République Alassane Ouattara ce mardi 1er juillet. Le chef de l'État s'est entretenu successivement avec le vice-président du groupe de la Banque mondiale et l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. De nombreux points abordés dont le renforcement de coopération avec la Côte d'Ivoire. Ce mardi, il y a aussi eu audience à la primature. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a accueilli une délégation suisse conduite par la conseillère fédérale et chef du département fédéral de l'intérieur du pays helvète. Plusieurs axes de collaboration ont été évoqués au cours de cette rencontre. Et puis, c'est la dernière phase de l'examen de fin d'année dans le secteur de l'enseignement technique. Débuté ce 1er juillet, ce sont plus de 19 000 candidats en lice pour décrocher le brevet de technicien et certificat d'aptitude professionnelle. Le lancement officiel a eu lieu au lycée professionnel hôtelier à la Riviera, dans la commune de Cocody. Voilà pour le prologue. Bonsoir à tous. Merci de choisir la chaîne qui rassemble pour vous informer. On ouvre cette édition avec le contenu de ce communiqué émanant du palais de la présidence. Il a été rendu public en début de cet après-midi, ce mardi, par la secrétaire générale de la présidence de la République. Il est lu par Alexis Ouedraogo. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er juillet 2025 à la signature d'un décret de nomination au titre du gouvernement. Ainsi, sur proposition de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, M. Adama Dosso, précédemment ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République populaire de Chine, est nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Fait à Abidjan le mardi 1er juillet 2025. Ce communiqué a été lu par la secrétaire générale de la présidence de la République. Le désormais ministre délégué Adama Dosso remplace à ce poste son prédécesseur Wothabouna Ouattara, nommé fin octobre dernier administrateur de la Côte d'Ivoire pour le nouveau groupe Afrique du Fonds monétaire international FMI. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu plusieurs personnes en audience ce mardi 1er juillet 2025. La première personne et la première audience a été accordée au vice-président du groupe de la Banque mondiale. Le président a également échangé avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Le Canada entend renforcer sa dynamique de coopération avec notre pays. C'est ce que nous dit Herman Guivet. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Canada, son Excellence Anderson Blanc, est reçu en audience au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une visite pour exprimer sa gratitude au président de la République pour l'accueil chaleureux dont sa famille et lui ont bénéficié pendant les 3 années qu'il aura passées en Côte d'Ivoire. Le point de la coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire abordé au cours de cette audience. Les échanges, c'était vraiment au vu de voir ce qui a été fait et les points sur lesquels on peut s'améliorer, renforcer la collaboration étroite qui existe déjà entre nos pays, que ce soit au niveau de la sécurité, avec l'appui du Canada au niveau de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, que ce soit au niveau du développement où le Canada a dépassé de 30% ce qu'on avait prévu au niveau du plan national de développement 2021-2025, qu'on avait engagé 69 milliards de francs CFA, que ce soit au niveau des entreprises, non seulement avec la Chambre de commerce, mais avec plusieurs délégations d'entreprises, que ce soit lors des assemblées annuelles de la BAD, que ce soit lors du Africa CEO Forum. On parle à chaque fois de 20, 30, 20 entreprises. Donc, la relation se renforce et on vise encore à aller au-delà de cela avec la stratégie Canada-Afrique. C'était pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la Côte d'Ivoire est un partenaire fort
apprécié. C'est un socle, c'est un pôle de stabilité dans la région et on veut poursuivre cette collaboration étroite. Dans le cadre du renforcement de cette coopération, la présidente du Sénat du Canada avait effectué une visite en Côte d'Ivoire en 2024. La ministre des Affaires étrangères du Canada avait visité la Côte d'Ivoire la même année. Plusieurs autres autorités canadiennes se sont également rendues en Côte d'Ivoire en début d'année 2025. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est également entretenu avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Kone, est rentré à Abidjan ce mardi 1er juillet après un séjour en Espagne, précisément à Séville. Le vice-président a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs membres du gouvernement. Tiemoko Meïlie Kone représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement. On prend à présent la direction de la primature où ce mardi, le Premier ministre a accueilli une délégation suisse. Elle était conduite par Elisabeth Baumschneider, conseillère fédérale et chef du département fédéral de l'Intérieur. En visite officielle à Abidjan, elle a salué l'excellence des relations ivoiro-suisses et appelé à leur redynamisation. Plusieurs axes de collaboration ont été évoqués au cours de cette audience. Marie-Chantal Akandan. La Côte d'Ivoire et la Suisse réaffirment leur volonté de bâtir un partenariat plus fort et plus ambitieux. En visite officielle à Abidjan, la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider a échangé avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les deux parties ont salué la solidité des liens historiques qui unissent leurs pays et exprimé leur volonté commune de les approfondir. Ce fut un échange extrêmement fructueux qui s'ancre dans des relations de longue date entre mon pays, la Suisse, et votre pays, la Côte d'Ivoire, avec une dynamique liée à la compréhension mutuelle de thématiques de société, mais aussi à des projets très concrets que nous menons ensemble depuis de nombreuses années. Et nous avons pu aborder, grâce aussi à l'expertise des ministres présents, les questions de culture, les questions de santé, les questions d'égalité ou de solidarité, et bien sûr aussi toutes les questions de recherche, de formation et de développement touristique. Donc, je repars avec quantité d'idées, de nouvelles propositions de collaboration et surtout la Côte d'Ivoire joue aussi un rôle très important en matière de sécurité, d'apaisement dans la région et aussi un partenaire très fort pour la Suisse en matière de paix durable. Mais ce qui est important, c'est surtout la qualité des échanges et notre responsabilité mutuelle de vouloir continuer à nous engager de manière réciproque. Aujourd'hui, près de 50 entreprises suisses sont présentes en Côte d'Ivoire, opérant dans des secteurs clés tels que la pharmacie, la construction, l'industrie et l'agroalimentaire. Avec cette nouvelle dynamique de coopération, la Côte d'Ivoire et la Suisse ouvrent une nouvelle page de leur partenariat. On continue d'évoquer les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. La Côte d'Ivoire et le Congo renforcent leur coopération parlementaire. Les présidents des deux assemblées nationales, Adama Bitogo et Isidore Vumba, ont signé à Abidjan un mémorandum d'entente. Les détails de cette rencontre avec Nousangaré et Issa Dambélé. Signature de mémorandum et échange de parapheurs entre les deux présidents d'Assemblée nationale, Adama Bitogo pour la Côte d'Ivoire et Isidore Mvumba pour le Congo-Brazzaville. C'est de faire que nos deux chambres, pour ne pas dire nos deux institutions, travaillent sur tout ce qui est les grands défis des temps présents, au travers des échanges d'expériences, au travers des voyages. On peut dire conjointe de délégation, bref, être des auxiliaires actifs de nos deux exécutifs. À travers cet accord de coopération, les deux institutions parlementaires scellent leur volonté de renforcer des liens historiques et fraternels. C'est donc dans le prolongement de l'excellence des relations qu'entretiennent nos deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et le président Alassane Ouattara, que nous avons tous les deux décidé de mettre en place un mémorandum d'entente à l'effet de pouvoir donc consolider l'existant
mais surtout de raffermir nos liens et de faire valoir notre diplomatie parlementaire. Une coopération sud-sud qui se veut à la fois structurante et porteuse de solutions partagées pour le peuple des deux pays. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante qui nous dit qu'en prélude de l'opération de collecte de parrainage, la Commission électorale indépendante invite les partis et groupements politiques ainsi que les personnalités désireuses de se porter candidates à l'élection de la présidence de la République et ayant déjà déposé leur liste de coordonnateurs ou de collecteurs auprès de la CEI ou leurs représentants à une importante réunion d'information le mercredi 2 juillet 2025 à 11h au siège de la CEI. Au regard de l'importance de l'ordre du jour, la CEI invite les personnalités ou entités concernées à faire diligence et à honorer cette cérémonie de leur présence effective. Au chapitre politique à présent, du 1er juillet au 26 août 2025, les potentiels candidats à la magistrature suprême devront s'engager dans une course essentielle, celle de la collecte des soutiens populaires. Mais qu'est-ce que le parrainage citoyen et pourquoi est-il si important dans le processus? On en sait davantage avec Sidonie Davila. Le compte à rebours est lancé. Depuis ce 1er juillet, le parrainage citoyen est officiellement ouvert. Les aspirants à la magistrature suprême ont jusqu'au 26 août prochain pour recueillir les voix nécessaires à la validation de leur candidature. 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Nous avons 31 régions et 2 districts, ce qui fait 33. On a 17 circonscriptions. Pourquoi on a 17 circonscriptions? Ça fait 33. Les 31 régions, plus les 2 districts d'Abidjan et puis de Yamoussoukro, ça fait 33. Quand on divise, on a 16,33. On prend l'entier supérieur et on a 17. Donc, il est fait obligation aux candidats de collecter dans 17 régions de la Côte d'Ivoire, régions et districts autonomes, 1% de l'électorat local. Mais au-delà des chiffres, le parrainage impose à chaque candidat à la candidature de démontrer qu'il bénéficie d'un soutien national. Dans ce dispositif, chaque citoyen ne peut parrainer qu'un seul candidat. Donc vous venez, vous dites, je suis électeur. Vous rapportez la preuve par le numéro de votre carte que vous allez renseigner sur la fiche qui est mise à votre disposition à cet effet. Voilà. Et puis, vous devez donner votre signature dans le lieu où vous êtes inscrit. Si vous ne donnez pas la signature dans le lieu où vous êtes inscrit, ça ne compte pas. Votre signature est prise en compte par rapport au lieu où vous êtes inscrit. Parce que justement, il faut vérifier si le candidat a 1% de l'électorat local. Et l'électorat local se détermine par la population électorale. Et cette population est déterminée par la circonscription où vous êtes inscrit. Donc, il faut que vous soyez inscrit là pour que ça soit pris en compte. Et puis, la troisième condition, il ne faut pas que vous donniez votre signature à plus d'un candidat. C'est une seule fois que le candidat parraine un candidat. Il ne parraine pas plusieurs candidats. Si vous êtes convaincu de fraude en ce qui concerne le parrainage, en organisant des parrainages dans les lieux interdits ou en posant les actes qui sont contraires à la loi, vous pouvez être poursuivi en tant que candidat. La loi dit qu'il ne faut pas aller collecter les signatures dans les camps militaires, dans les cantonnements, dans les hôpitaux. La loi interdit cela. Si vous faites cela, vous tombez sous le coup de la loi et vous serez poursuivi. Pour faciliter l'opération, la CEI mise sur une plateforme numérique via terminal mobile et propose des formations hebdomadaires. Toujours dans le cadre de la présidentielle 2025, une mission de la CEDEAO conduite par professeur Théodore Olo séjourne en Côte d'Ivoire. Elle a été à la commission électorale indépendante CEI ce mardi matin à son siège aux 2 plateaux. L'objectif de cette visite est de collecter des informations sur l'organisation de la présidentielle d'octobre 2025 et d'identifier les besoins en matière d'appui pour garantir des élections libres, transparentes. C'était en présence de Sidonie Davila. La CEDEAO s'est fixé un objectif clair, contribuer à des élections transparentes, crédibles et apaisées en Côte d'Ivoire. Une vision que partage la Commission électorale indépendante. La mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par Théodore Olo,
a ainsi échangé avec la Commission électorale indépendante sur l'état des lieux de la préparation de l'élection présidentielle de 2025. Les discussions ont aussi porté sur les défis à relever, les difficultés rencontrées et les moyens à mettre en œuvre pour garantir un scrutin plus serein. La Côte d'Ivoire est un poids lourd de la CEDEAO, c'est même la deuxième économie de la CEDEAO. Donc s'il y a la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire, nécessairement ça va rejaillir sur les autres pays de la communauté. Nous allons faire des recommandations après avoir rencontré d'autres organes à la commission. C'est cette commission qui est destinataire de nos recommandations qui pourra décider de ce qu'il convient de faire, s'il pense qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans la préparation par les voies prévues, que les citoyens s'approprient les règles du jeu politique. On est citoyens d'un même pays. S'il y a des contentieux, il y a des institutions ou des juridictions qui sont à même de les régler sans qu'on ne recourt à la violence. À l'issue de la rencontre, la CEDEAO a réaffirmé son engagement à accompagner le pays dans le renforcement de la démocratie et de la stabilité politique. Dans le secteur de l'enseignement technique, c'est la dernière ligne droite des examens de fin d'année. À compter de ce mardi 1er juin, ils sont 19 347 candidats en lice pour décrocher le brevet de technicien et le certificat d'aptitude professionnelle. Le lancement officiel s'est tenu au lycée professionnel hôtelier de la Riviera dans la commune de Cocody, sous le regard témoin de Ismaël Evradeo et de Adama Kéré. Lycée professionnel hôtelier de la Riviera 2. 30 minutes avant le début des épreuves écrites de l'examen de l'enseignement technique, session 2025, dans les salles, leur auto-rangement et aux dernières concentrations. C'est vrai qu'il y a le stress, mais nous avons à surmonter ce stress-là. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse nous donner ce brevet de technicien. 8 heures, le top départ des compositions est donné par le directeur du cabinet du ministère de tutelle. Moustapha Sangaré, venu au nom du ministre Nguessan Kofi, prodigue des conseils aux candidats. On évalue ce qu'ils ont retenu comme compétences et connaissances au cours de ces 3 années de formation qu'ils ont suivies. Ce que je viens de leur traduire dans les salles, c'est d'être serein et de vraiment démontrer tout ce qu'ils ont appris durant ces années. Fin des épreuves, le jeudi 3 juillet prochain. Au total, 19 347 candidats sont en lice pour décrocher le brevet de technicien pour certains et le certificat d'aptitude professionnelle pour d'autres. Date de proclamation des résultats, samedi 19 juillet 2025. Eux aussi sont élèves, mais ont eu plutôt droit à une immersion dans le secteur de la chocolaterie. C'est une trentaine d'enfants, de planteurs et de travailleurs de l'industrie du chocolat. Une journée spéciale au cours de laquelle ils ont été initiés à la fabrication de pâtisseries à base de chocolat. Une expérience vécue avec fascination par ces jeunes apprentis écoliers. Ismaël Evradeo, Jean-Marc Djedji. Une immersion dans l'univers du chocolat pour démarrer les vacances scolaires. Pour ces enfants de planteurs et acteurs du secteur du cacao, c'est une découverte majeure. Au menu de cet atelier, le processus de fabrication d'une pâtisserie au chocolat. Mon chocolat là, je vais mettre caramel dedans. Vous savez c'est quoi caramel? On fait comme un caramel. Pour les encadrer, chef Lorraine, pâtissière depuis 8 ans. Première étape, séparer les blancs des jaunes d'œufs, puis battre le blanc en neige avant d'y ajouter le chocolat. On commence à faire ça. On rajoute du sucre au fur et à mesure. Maintenant, moi, je vais passer avec la star du jour, le chocolat. Waouh, vraiment, waouh. Donc, le chocolat, on ne met jamais le chocolat en contact avec de l'eau. Si le chocolat devient dur, mettez de l'huile, mettez du beurre, mettez tout ce qui est gras. Mais ne mettez jamais de l'eau. L'eau et le chocolat, ils sont ennemis. Arrive enfin la phase de dégustation après 45 minutes de cuisson. La joie peut se lire sur le visage de ces adolescents. Au début, en venant, je ne savais même pas comment monter les blancs en neige. Mais maintenant, à la fin de cet atelier, je suis sorti grandi. Je sais maintenant comment faire les gâteaux au chocolat qui sont particulièrement à moi mes préférés. Avec ce que je viens d'apprendre, ça m'a renforcé de plus. J'aimerais bien être plus tard une pâtissière. À travers cette séance d'apprentissage,
Chef Lorraine transmet sa passion. Bon, vous allez goûter quand ça sera sur le gâteau. Tata, on va mettre le chocolat là. Cette immersion suscitée par les acteurs de la filière cacao rencontre l'adhésion des adultes. Ils connaissent plus ou moins la pratique de la cacaoculture de façon très empirique parce qu'ils suivent leurs parents au champ. Mais après, ils ne maîtrisent pas forcément la finalité de ce cacao. Et aujourd'hui, les avoir avec nous sur le centre pour toucher du doigt la finalité du cacao, je pense que c'est une très bonne chose. Au final, ce sont des adolescents aux allures d'apprentis pâtissiers avec des étoiles plein les yeux. Ils repartent satisfaits, convaincus d'avoir appris beaucoup sur le travail de la cacaoculture. Focus à présent sur cette visite du site des travaux de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou. Elle a été faite par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique et le vice-président de la Banque mondiale chargé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Jacques Assaoré Conan et Ousmane Diagana sont allés s'assurer du bon déroulement des travaux de construction de l'ouvrage. Les détails de ce périple avec Davy Soyo. Des grues en mouvement, des gabions superposés, des géobags installés, le chantier de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou est en marche. Démarrés en juin 2024, ces travaux consistent à stopper l'avancée de la mer dans cette partie du pays, en ouvrant une nouvelle passe et à fermer l'ancienne embouchure. Ce matin, le site est visité par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, accompagné par le vice-président de la Banque mondiale, chargé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Jacques Assaoré Conan et Ousmane Diagana, à bord des hors-bord, sont sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes satisfaits. Je suis déjà venu ici il y a 3 ou 4 mois. Le projet était en train d'être mis en place. Aujourd'hui, on voit une grande avancée. Le gouvernement a pris les dispositions pour que ce projet soit entretenu et qu'il puisse servir d'exemple à d'autres projets qui concernent la côte ivoirienne. La Banque mondiale entend poursuivre son partenariat avec la Côte d'Ivoire pour renforcer la résilience des zones côtières. Compte tenu de la nature de la problématique et de ses implications, la Banque mondiale n'entend pas s'arrêter là. Je crois que c'est une problématique de longue durée et nous sommes bien sûr mobilisés et prêts à continuer à accompagner et la Côte d'Ivoire et les autres pays côtiers. Avec un taux d'avancement de 33%, ces travaux suscitent déjà beaucoup d'espoir pour cadres, autorités municipales, population et surtout pour le programme WACA, programme de gestion du littoral ouest africain. Aujourd'hui, Grand Laou est en train d'être protégé et les populations d'ici avril 2026 vont avoir un soulagement pour permettre que les activités de pêche puissent se reprendre. Il y aura tout un ensemble d'aires de repos, d'aires de divertissement et autant de potentialités pour développer l'activité touristique, ce qui nous manquait énormément à Grand Laou. Et donc ce projet-là va booster, je le présume, l'activité touristique au niveau de Grand Laou. Financé à hauteur de 33 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, la fin des travaux de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou est prévue pour avril 2026. On reste à l'intérieur du pays pour se rendre dans la localité de Languibonou, région du Béquet, où 50 militants du PDCI ont fait allégeance au RHDP. Ils disent adhérer au parti pour soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara dans la localité. C'est ce que nous dit Soro Corona. À Languibonou, région de Béquet, 50 militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, virent au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Dans un foyer à Chicomble, les nouveaux adhérents reçoivent leur baptême des mains du ministre Jacques Assaoré Conan, coordinateur principal RHDP Béquet. Les nouveaux militants donnent les raisons de leur adhésion. Les grands chantiers entamés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers notre mentor, notre frère, notre papa, M. Jacques Assaoré Conan, dans nos localités, il était indéniable pour nous de venir soutenir ces actions parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus fort.
C'est ce qui a motivé notre adhésion. Et nous sommes dit prêts à accompagner le président du conseil régional dans ses activités. Le secrétaire général du RHDP de la circonscription, Diabo Langui-Bonou, s'est réjoui de l'arrivée de ce flux de militants du PDCI au RHDP. Nous recevons de nouveaux militants. Nous prions Dieu que leur venue soit revêtue de sincérité et qu'à partir de cette venue, d'autres aussi suivent le pas pour que nous soyons de jour en jour plus nombreux. Le coordinateur principal RHDP Gbeke et parrain de la cérémonie souligne le choix judicieux des nouveaux adhérents. Cela symbolise l'impact de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur les populations de Langui-Bonou et sur les populations du Gbeke. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous les accueillons. Les nouveaux militants entendent investir le terrain pour une adhésion massive au RHDP avant la présidentielle d'octobre prochain. En religion, c'est un pèlerinage à la fois spirituel et fraternel que mène actuellement la délégation d'orthodoxes ivoiriens en Grèce sur les terres fondatrices de l'orthodoxie. Les fidèles vivent une immersion profonde dans la foi. Cette immersion inaugurale est une initiative de la Direction générale des cultes en appui à la communauté grecque orthodoxe en Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux en Grèce nous feront le compte-rendu de ce périple spirituel dans nos prochaines éditions. L'actualité au-delà de nos frontières nous mène au Mali, au Sénégal et en France. Les détails dans ce récit de Gabriel Zani. Au Mali, 7 villes ont été attaquées, a indiqué l'état-major dans un communiqué ce mardi 1er juillet. Il s'agit notamment d'attaques coordonnées contre ces positions dans des villes le long des frontières sénégalaises et mauritaniennes. Les djihadistes du Yinim ont revendiqué ces attaques. Des dégâts importants ont été signalés dans le camp militaire de Kayes, dans plusieurs commissariats et à la résidence du gouverneur. Au Sénégal, ce mardi 1er juillet, l'armée française a remis aux autorités la base d'écoute de Rufisque. C'était la 4e emprise de l'armée française dans le pays. Cette rétrocession intervient avant la fermeture des 2 dernières bases françaises le 18 juillet prochain et le retrait complet des éléments français du pays. Située à une trentaine de kilomètres au sud de Dakar, la station de Rufisque servait depuis 1960 de relais radio à la France pour communiquer avec les navires et sous-marins de l'armée française sillonnant la côte atlantique. Des températures allant jusqu'à 41 degrés ont été enregistrées dans la journée de ce mardi en France. À Paris, dans la capitale française, 21 parcs vont être ouverts dans la nuit de mardi à mercredi. Les horaires de piscine sont étendus jusqu'à 22 heures. Les sans-abri ont été fortement touchés par la canicule. 84 départements sont en vigilance canicule, dont 16 en rouge. Face à cette chaleur extrême, plusieurs localités ont décidé de fermer l'accès aux écoles. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment d'être resté aussi tard pour vous informer sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.